Ah bah voilà. Voilà, on a Ça y trouvé. est, Florian. Nous y sommes. On se Vous savez, retrouve. je suis comme beaucoup, je découvre un peu le Discord, moi, hein, Et ben, c'est génial parce mais, qu'on. mais bravo en tout cas à Christophe et à toutes les personnes qui animent ce Discord depuis quelques mois maintenant, parce que c'est super que les Patriotes aient pu élargir leur action aussi sur cette plateforme. Et puis bonsoir à tous hein, pour cette Bah, première. bonsoir Florian et merci de jouer le jeu, de jouer le jeu des questions-réponses. Ça a créé un petit peu ça a beaucoup de d'émulation chez les Discordiens depuis hier soir, sachant que vous veniez. Donc c'est un plaisir de vous accueillir on l'appelle un peu la maison des palabres, c'est la maison des patriotes depuis le mois de septembre maintenant. Effectivement, on va parler un petit peu de ce que c'est que le Discord. On va pas rentrer dans les détails parce que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que on a forcément nos deux jeunes créateurs du Discord qui sont à disposition quand il y a des questions. On peut se faire des vocaux également, et puis il nous arrive de faire régulièrement des visites avec les nouveaux. On les appelle en privé sur le Discord, et puis on fait une petite visite, on monte les salons, on monte tout ce qu'on peut faire. Donc, pour commencer, bah, je vais vous présenter rapidement le Discord et puis après expliquer un petit peu à tous nos spectateurs et nos Discordiens comment ça va se passer ce soir. Donc, le Discord, c'est une plateforme en fait qui à la base a été créée par les gamers, qui était surtout une plateforme qui leur permettait à la fois de jouer et puis d'échanger dans des salons, des forums, en fait, de garder le contact. Et puis ça s'est démocratisé ces dernières années. L'avantage maintenant, c'est que en fait, ici sur le Discord des Patriotes, on y trouve le salon de conférence dans lequel on vous invite ce soir. Mais on a également un salon sur lequel on peut annoncer tous les événements des Patriotes. Dès que vous les annoncez, nos deux admins remettent tout ça en ligne. On a un salon pour les actions militantes. Donc c'est que les référents qui font des galettes, quand certains militants aussi vont faire du collage, du tractage, on a les photos qui nous remontent également. Nous avons également, et ça c'est bien pour tous les gens qui sont pas très réseaux sociaux, tous vos réseaux sociaux convergent sur le Discord. C'est-à-dire que dans le menu, on va pouvoir à la fois consulter, voir vos tweets, on va pouvoir voir vos YouTube, on va pouvoir voir votre TikTok, et ça évite aux gens qui n'ont pas forcément envie de multiplier les réseaux sociaux, d'être informés de tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les salons de discussion ouvertes, donc discussion générale, mais on a également les salons des thématiques de la Charte des Patriotes. Donc on va retrouver le salon agriculture, le salon économie, le salon immigration, etc., selon les 12 points de la Charte des Patriotes, ce qui permet de temps en temps un petit peu de s'enfermer et de discuter de sujets bien particuliers sur l'économie. Voilà. On a commencé également à tester, ce qui est intéressant, le salon sondage. Si on veut faire un sondage rapide, on peut interroger sur une thématique particulière. Et comme pour votre venue, on avait lancé un sondage sur 24 heures pour savoir qui viendrait et qui viendrait pas ce soir. Et puis très important, très important. Alors il y en a ce soir qui font un match de boxe avec Manu et puis Volodymyr. C'est ceux qui se sont excusés, qui n'ont pas pu venir. Mais ils sont très peu. Euh, et puis après, intéressant aussi pour notre déploiement, c'est les salons régionaux et les salons départementaux que l'on souhaite au fur et à mesure et qui sont de plus en plus investis par les référents, qui vont pouvoir un jour ou l'autre, lorsque techniquement on le décidera ensemble, fermer la porte de leurs salons départementaux et faire leurs réunions avec leurs adhérents. Voilà. Pour le déroulé de la soirée, alors pour les nouveaux sur le Discord, vous aurez vu il y a une petite bulle de discussion en haut à droite, et c'est la petite bulle qui vous permet de faire défiler le chat, et comme ça vous pouvez nous poser vos questions dans le chat, et les questions me remonteront au fur et à mesure pour qu'on puisse les poser à Florian. Concernant le déroulé, donc Florian va nous parler, nous faire un petit bilan de l'année 2024, nous parler des projets des Patriotes de 2025. Ensuite, on aura une première question. Et puis, nous avons aussi ce soir un petit peu mis à l'honneur trois personnes du Discord qui, depuis le mois de septembre, ont permis de développer des discussions intéressantes, etc. On aura donc le passage de Grenadier, le passage de l'Irlande et le passage de Covix, hein, leurs trois pseudos.
qui pourront poser directement leurs questions en vidéo. Voilà, Florian. Donc, écoutez, encore merci, et puis je vous laisse commencer. D'abord, merci Christophe, merci aux jeunes militants également qui ont monté ce Discord. Je crois qu'on est presque 1000 inscrits, c'est ça 900 et quelques aujourd'hui. On est à 940 ce soir. D'accord. C'est super, il faut continuer de le faire connaître. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens aussi qui connaissent pas encore le Discord ou savent pas très bien comment ça fonctionne. Donc je pense que cette introduction aura été utile, même si j'imagine que c'est en pratiquant qu'on comprend mieux, parce que parfois l'interface, moi en tout cas ça m'a fait cet effet. Au départ paraît un petit peu inquiétante ou obscure, mais je crois que quand on rentre dans le sujet, ça devient facile et très intéressant comme outil. Donc je suis très heureux que les Patriotes aient pu développer cet outil parce qu'on en a besoin et il faut qu'on soit présent absolument partout. Alors je vais aller vite vers vos interventions et vos questions. Simplement, effectivement, un tout petit bilan et quelques perspectives, comme on a l'habitude de le faire en début d'année, hein, c'est normal. D'abord, pour les Patriotes, 2024 a été une grande année, vraiment. C'est simple, c'est notre meilleure année. Depuis la création du mouvement, c'est-à-dire le 29 septembre 2017, 2024 a été l'année où on a fait le plus d'adhésions, le plus de réadhésions. Et au sein de 2024, le mois de décembre a été le meilleur mois de toute notre histoire. Voilà, donc on est sur une pente qui est quand même très intéressante. Et là, je peux déjà vous annoncer, puisqu'on a quasiment fini le mois de janvier, que janvier 2025 est encore au-dessus de janvier 2024, de l'ordre de 15% à peu près. Donc on est sur une pente qui continue de croître. Et ça, c'est quand même très significatif et intéressant. Avec des événements très intéressants en 2024, notamment les assises de la souveraineté d'Arras en septembre, qui ont réuni 2500 personnes, qui reste le plus gros événement souverainiste. Et ça nous a donné envie de faire quelque chose, en fait, à chaque rentrée, des assises de la souveraineté. Je pense qu'on va prendre l'habitude de le faire, mais à chaque fois en plus gros, en plus professionnel, en plus rassembleur, en plus intéressant encore. Donc, on était 2005 en 2024, on était 1600 en 2023. Et donc, il faut qu'en 2025, on soit largement plus de 3000 et que on puisse proposer un événement qui devienne national, incontournable, voilà, année après année, pour que les souverainistes aient leur événement, leur point de rencontre, leur point d'agitation des neurones, de création d'intelligence et de projet. Alors c'est vrai que d'ici là, on multiplie les universités d'éducation populaire. On en a fait sur la politique étrangère et la défense. On en a fait sur la politique monétaire. On en a fait sur l'agriculture et l'alimentation. Samedi, je serai en Haute-Savoie pour le faire sur l'énergie. On va continuer ensuite sur l'école, sur l'insécurité, sur l'immigration, sur les questions du wokisme, sur les questions de l'enfance. Enfin bon, voilà. Donc tout ça va nourrir le projet. Et en plus, je peux vous annoncer par ailleurs, c'est un petit scoop, que on arrivera à la fin de ce semestre avec un projet, un livret projet très thématique, une vingtaine de thématiques très fournies des Patriotes, puisque le pôle d'expertise va se mettre au travail sur différents thèmes, une vingtaine de thèmes, nourris aussi par les universités d'éducation populaire, nourris par les cahiers de projet que vous remplissez à chaque fois et que vous avez déjà rempli aussi sur certains thèmes à Arras, nourris aussi par l'équipe nationale, par les référents qui le souhaitent. Donc, on est vraiment en train de produire un document qui sera diffusé massivement, je pense, à la rentrée de septembre, et qui sera vraiment accessible à tous, qu'on pourra retrouver partout, et qui sera vraiment un projet condensé extrêmement important, novateur, précis, et on en a bien besoin. Alors, on en a besoin d'autant plus qu'il est possible que 2025 soit une année électorale, et donc on va avoir besoin de tout le monde, parce que il est fort possible qu'on ait des élections législatives en septembre, en octobre, à la fin de l'année. Et donc, on y sera. Et voilà, il faudra qu'on ait des candidats, des candidates, des candidats titulaires, des suppléants. Et ça va être je pense que ça va être de très belles législatives. Et puis derrière, on aura en mars-avril les municipales. Et on a déjà commencé d'en parler avec l'équipe nationale, avec les référents. Et on mise beaucoup sur l'implantation locale. Donc, on va là aussi ne pas chômer sur ce sujet-là en 2025 parce que des municipales, ça se prépare bien avant. Voilà.
En parallèle, on a des campagnes à mener, on a des combats à mener. On est en train de mener la campagne sur les parrainages citoyens auprès des maires. On a déjà des retours de maires qui signent pour le parrainage citoyen à la présidentielle. Il faut continuer d'aller voir les maires. Il faut leur donner le petit coupon à remplir qui nous le renvoie parce que ça cartonne. Et ça, c'est très important parce que ça débloque l'élection présidentielle. Le passage au parrainage citoyen. Les patriotes se sont lancés là-dedans, mais tous les mouvements politiques, toutes les associations peuvent soutenir cette démarche. C'est vraiment transpartisan. C'est quelque chose qui se fait pour l'intérêt général, l'intérêt national et le bien commun. Nous avons nos combats à mener. Vendredi, là, j'ai un rendez-vous avec des avocats pour voir les suites sur van der Leyen, les suites sur Bill Gates, parce qu'il faut qu'on avance là-dessus. Nous avons les manifestations, nous avons les opérations coup de poing, nous avons des tracts, des affiches à distribuer, à coller, et ça grâce à nos référents, nos équipes, les délégués, les militants, voilà. Donc, et nos bénévoles qui font les manifestations, qui les rendent possibles, qu'ils en soient tous remerciés. Voilà, si vous voulez, donc 2025, j'avais dit dans mes vœux publiés le 31 décembre après-midi, j'avais dit on fonce. Et pourquoi on fonce? Mais parce que vous avez bien compris que tout est en train de changer. Regardez ce premier mois de 2025, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans. Avec les décrets présidentiels de Trump, sur tous les sujets, avec évidemment par ricochet des effets. Par exemple, quand il dit on quitte l'OMS, 3 jours plus tard, vous avez Salvini qui dépose un projet de loi en Italie pour que l'Italie quitte l'OMS. Donc nous, on a lancé d'ailleurs une pétition nationale ce soir, ce qui est sur le site, pour que la France quitte l'OMS. Il y a des débats sur la liberté d'expression qui sont incroyables. Là, ce soir, l'Allemagne dit on va peut-être déclencher le mécanisme de crise prévu par le règlement DSA, vous savez, le règlement européen de censure. C'est la dernière étape avant le bouclier démocratique européen qui permet d'annuler les élections. Donc, ils vont demander peut-être à la Commission européenne de développer il y a un article sur Euractiv, je vais en parler sur mes réseaux sociaux ce soir ou demain matin. Ils veulent déclencher ce qui s'appelle le mécanisme de crise qui n'a jamais été déclenché, qui permet de censurer à fond les réseaux sociaux, parce qu'ils sont en pleine législative. Bon, tout ça, je m'en réjouis pas pour les Allemands, mais ça veut dire qu'on est dans une période assez extraordinaire, où ça turbule, comme dirait Chevènement. On est en zone de turbulence, ça turbule dans tous les sens. Et moi, je trouve que c'est bien, parce que je préfère que ça bouge. Et quand ça bouge, il faut être clair. Je pense que le temps des vieilles oppositions surannées, dépassées, qui font de la vieille soupe là à la Bayrou, et puis en face, on va essayer de négocier une virgule de la directive, une virgule sur le budget, etc. Ça ne m'intéresse pas, et je pense que ça n'intéresse plus les Français. Je pense qu'il faut être tranchant, il faut être clair et net, il faut être une lame, il faut être une force de proposition en rupture totale avec le système. Et les patriotes, c'est ça. Et on l'est de manière joyeuse, on l'est de manière enthousiasmée, enthousiasmante, mais on l'est de manière radicale, en allant à la racine des choses, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire on va essayer de voir si Mme von der Leyen, elle peut nous accorder 3 mois de grâce supplémentaire dans notre malheur. Non, on est là pour dire Ursula, tu rentres chez toi, on veut plus te voir, et nous, on quitte l'Union européenne. On est là pour dire qu'on quitte l'OTAN, l'OMS, j'en parlais, toutes ces structures, et pour recréer un projet, recréer un enthousiasme pour la jeunesse, pour tous les Français, recréer un avenir pour la France, voilà, tout simplement. Et ça, on avait préparé le terrain depuis des années. On a mené le combat, on a essayé de monter en puissance en 2024, et je crois qu'on a réussi. Je vous parlais de la dynamique des patriotes, mais en 2025, c'est l'année où tout doit se faire. Et parce que tout devient possible avec l'élection de Trump, avec la dynamique des BRICS. C'est très, très, très intéressant. Rien ne se fera par magie. On ne sera pas sauvé ni par Musk, ni par Trump, ni par Poutine, ni par personne. On sera sauvé par nous-mêmes. Mais il y a des opportunités qui s'ouvrent. C'est évident. Il ne faut pas le nier. C'est évident. Il y a des débats extraordinaires qui sont ouverts par l'arrivée de Kennedy au ministère de la Santé américain, par les débats de Musk sur la liberté d'expression, par les coups de force incroyables de Trump sur l'immigration, sur la souveraineté, sur les droits de douane, etc. Donc, c'est sur la politique étrangère. Je trouve que c'est une période enthousiasmante. Voilà. Et c'est comme ça que je vois 2025, une année très concrète, de lutte très concrète, de grandes campagnes que nous organisons, qui va nous réserver des surprises. Donc, je ne peux pas tout vous dire parce que j'en sais rien. On fera des choses qui ne sont pas encore prévues maintenant, mais on sera amené à les faire, c'est évident. Mais en tout cas, on va bosser. On va le faire de manière enthousiaste parce qu'on aime la France, parce qu'on y croit, parce qu'on croit en nos valeurs, en nos idées, en nos convictions, en notre projet, et parce qu'on a des gens formidables chez nous. Voilà, donc c'est cet enthousiasme qu'on doit transmettre au peuple français. Parfois, il est un petit peu dépressif, un peu inquiet, comment ne pas l'être, un peu anxieux, un peu parfois défaitiste.
et il ne faut pas l'être. Voilà. On doit transmettre, on doit avoir l'enthousiasme communicatif, non pas béat, non pas idiot, non, un enthousiasme concret, fondé sur les luttes concrètes, réalistes, mais un vrai enthousiasme, parce qu'on ne fait rien, on ne construit rien sans enthousiasme. Voilà, on n'enthousiasme pas les Français en faisant la tête et en étant nous-mêmes dans la dépression. Non, non, on enthousiasme un peuple et on l'emmène vers le meilleur de lui-même et on emmène une nation vers le meilleur d'elle-même. Et quand on y croit et quand on a envie justement d'être heureux dans le combat. Et on est heureux dans le combat. Voilà, voilà ce que j'avais à dire comme introduction. Et après, moi, je vous écoute. C'est vous qui êtes les acteurs de ce Discord. Bah, écoutez, c'est une très bonne introduction, Florian, d'autant qu'on la retrouve sur le terrain et pour être donc à la fois sur le Discord, qui est notre lieu d'échange et de résistance depuis le mois de septembre. Parce qu'il faut pas oublier, le Discord, c'est aussi grâce à vos impulsions, c'est grâce à ce qu'on a fait pendant les élections européennes, pendant cette campagne. Parce que si vous n'étiez pas venu à Caen, par exemple, et que vous n'avez pas nos deux jeunes créateurs du Discord qui vous avaient vu à Caen, il n'y aurait Ouais, pas eu ce déclic. Et le fait de se dire, mais où sont les jeunes? Il y a aussi des jeunes qui ont envie de se battre, qui sont aussi patriotes. Et ils ont travaillé pendant 3 mois, pendant l'été, finalement, jusqu'à ce qu'on vous présente à Arras et qu'on puisse sortir ce Discord au mois de septembre. Donc, on va lui et donner une visibilité plus forte encore. Hein. Je vais communiquer dès ce direct vendredi encore plus. On va essayer de lui donner plus de relief et de visibilité. et après, sur le terrain, donc en plus, moi, après, dans mon rôle de référent, on s'aperçoit que les gens, ils ont réellement cette attente et ils rejoignent les patriotes parce que vous incarnez aussi ce dynamisme, cette envie d'en découdre que n'ont pas les autres. Et très concrètement, pour avoir aussi discuté avec eux ce week-end lors de galettes et de choses comme ça, euh, les gens, ils veulent vraiment maintenant aller sur le terrain. Et ça, c'est intéressant, c'est que il y a tout ce qui se passe au niveau national, les belles manifs nationales. Et quand je discute avec les gens, pour pas les citer donc dans l'ordre, puisque c'est ce département, euh, ils veulent vraiment maintenant passer à l'action, aller coller, aller tracter, etc. Voilà. Donc moi, je vais ouvrir le bal des questions. J'en ai une première parce que justement, quand on voit votre enthousiasme, quand on voit cette franche cheville au corps que vous avez, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'a déclenché chez le petit Florian à l'époque. Moi, d'où vient en fait finalement cette conviction française? Est-ce qu'il y a eu c'était déjà des convictions profondes ou est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui ont incarné ça et qui vous ont transmis cette niaque? Alors, écoutez, vous savez, je suis comme des millions de Français qui aiment la France, tout simplement. Quand on aime la France, on l'aime entièrement. Et comment ne pas être enthousiasmé par un pays aussi beau et par quand on se plonge, quand on aime la France, on a envie de connaître un peu mieux son histoire, on a envie de connaître ses grands hommes, on a envie de connaître sa culture. Et en fait, quand on s'y plonge, on est émerveillé chaque jour. Et encore, je ne connais pas, je suis loin encore de tout connaître parce qu'on ne peut pas tout connaître. La France, c'est une profondeur historique extraordinaire. Donc, moi, je suis né dans une famille d'instituteurs, voilà, de l'école publique, dans le nord de la France, qui n'était pas encartée. On n'a jamais été dans un parti politique. Je n'étais pas emmené par mes parents dans des meetings. C'était une famille politique parce qu'on s'intéressait au débat public, mais pas, je dirais, partisane dans un parti. Vous voyez, pas militante. Mais ça a changé aujourd'hui, puisque mon père est très militant aux Patriotes, ça tombe bien. Il est aussi référent du Nord. Mais en tout cas, un goût qui m'a été donné à moi, à mon frère, hein, très, très jeune, pour la France, pour son histoire. Alors ce sont des visites, c'est aller au musée, c'est aller voir des lieux historiques, c'est aller voir des cathédrales, des églises, c'est aller voir des châteaux, c'est visiter, c'est s'intéresser, c'est voyager en France, c'est aimer la France, c'est connaître son histoire, c'est connaître sa langue, respecter sa langue, bien la maîtriser. Voilà, et ça s'est fait en fait très naturellement. Alors, vous savez, moi j'ai un événement traumatisant dans mon enfance, c'est le traité de Maastricht. À un mois de mes 11 ans, le 20 septembre 92, j'ai vécu passionnément déjà cette campagne, j'étais pour le non. J'ai détesté la victoire du oui. Et j'avais pressenti, j'allais rentrer en sixième en fait, hein, j'étais entre l'école primaire et la sixième, j'avais pressenti qu'il y avait entourloupe dans cette histoire et quelque chose de très grave. Pourquoi je l'avais pressenti, je ne sais pas. Je m'y étais intéressé, j'avais senti que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ensuite, ça a été un chemin pour moi politique. Voilà. Ensuite, je me suis toujours intéressé aux idées souverainistes
J'ai vécu, alors là, j'étais en classe de terminale, la campagne des européennes de 99. J'étais à quelques mois de pouvoir voter. Je ne pouvais pas encore voter, mais en juin 99, je me suis passionné pour la liste Pasqua de Villiers, qui était la liste la plus souverainiste de toutes. Et ils avaient créé le RPF, ils avaient créé une dynamique de campagne, ils avaient dépassé la liste officielle RPR de Sarkozy à l'époque, et sur une ligne très gaulliste, très souverainiste. C'était mon premier meeting. J'y avais traîné d'ailleurs mes parents, c'était à Lille. J'avais eu le bonheur de les voir. Voilà, et bon, leur aventure n'a pas duré très longtemps, mais ensuite, ça m'a donné encore plus envie de m'engager. Et puis, la même année, il y avait eu l'intervention scandaleuse de l'OTAN en Serbie. J'étais en classe de terminale, j'écoutais à l'époque Régis Debray, et j'avais collé dans le fond de la classe une cible, et sur la fenêtre aussi de ma chambre, j'habitais encore chez mes parents, une cible. Les gens qui ont connu cette époque, ils se sont peut-être passionnés contre cette guerre, qui se sont peut-être engagés contre cette guerre illégale qui a entraîné tellement de drames derrière. On en vit encore les conséquences, vous savez. Le signe de ralliement pour la paix, et contre l'OTAN, c'était la cible. Et moi, je l'avais fait en terminale. À l'époque, naissait la fondation Marc Bloch, qui est devenue fondation du 2 mars, qui était une fondation souverainiste. J'avais diffusé l'appel aussi, je l'avais imprimé à mes camarades de terminale. C'était apolitique, c'était vraiment souverainiste. On y trouvait des personnalités comme Emmanuel Todd, comme le regretté Philippe Cohen de Marianne à l'époque, Natacha Polony, ça. Bon, enfin, et voilà. Et donc, Max Gallo, bon, on avance, et en 2002, je me suis engagé pour la campagne présidentielle de Jean-Pierre Chevènement sur le souverainisme, clairement, et le dépassement du clivage gauche-droite. Et puis en 2005, j'ai fait campagne à fond comme simple citoyen. Mais jusqu'ici, je n'avais jamais adhéré à aucun parti politique. Là, je vous parle il n'y a pas d'adhésion à des partis quand je vous dis tout ça. C'est vraiment mon engagement à moi, en essayant d'entraîner ma famille, mes amis. Bon, c'est pas plus que ça. Mais en 2005, j'étais à HEC, sur le campus, je me lance pour le nom à fond. Mais vraiment, je fais mon blog, il marche très bien. Je propose d'y imprimer des tracts. Un jour, je sors du métro à Paris, rue de Rennes, je m'en souviens. On me distribue mon propre tract, ce qui m'amuse parce que la personne ne savait pas que ça venait de moi, mais elle l'avait imprimé. France 2 repère ce blog qui fonctionne, m'invite pour ma première télé qui se passe à Saint-Malo, qui est rediffusée par l'INA, on la revoit de temps en temps. Donc, c'était le 1er mai 2005. Et je défends le non face à un jeune qui défend le oui. Je crée dans la foulée un blog qui s'appelle Sortir de l'euro. Et en 2009, je suis amené à rencontrer Marine Le Pen, qui était à l'époque sur une ligne très sociale, très souverainiste. Ça match, comme on dirait maintenant, mais je parle en bon français, donc ça colle, ça marche bien, et politiquement, et même humainement, et on travaille ensemble. Enfin, après, tout le monde le sait, voilà, et je rentre dans le mouvement. Je suis nommé vice-président en 2012. Nous avons à l'époque dans le programme le Frexit. Nous avons à l'époque dans le programme la sortie de l'OTAN. C'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui le RN, épouvantable. J'ai vu hier qu'il défendait la préférence européenne, ce qui ne veut rien dire. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, c'est un renoncement national aujourd'hui. C'est plus du tout. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et donc je suis parti pour ces raisons-là en 2017. Je crée les Patriotes et nous en sommes là aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour moi un engagement chevillé au corps, au cœur. Mais il ne s'est pas construit à la base dans l'enfance ou la jeunesse dans un parti, dans une famille de militants. Ça s'est pas construit comme ça. Ça s'est construit par un engagement, par l'amour de la France en fait, par la découverte de la France, voilà, je peux pas dire autre chose. Et puis ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Oui, voilà, ça s'est fait pour moi très naturellement, et en fait, je me suis construit politiquement, idéologiquement, progressivement, bien sûr, comme tout le monde, mais par des rencontres, voilà. Je vous l'ai fait en accéléré parce que ça m'a amené en fait tout ce cheminement à rencontrer des gens formidables. Max Gallo, je suis allé chez lui, j'ai bien connu, j'ai organisé des événements avec lui, et plein de personnes formidables. Mais on en rencontre tous les jours des personnes formidables quand on fait de la politique avec le cœur. Super. Merci beaucoup pour cette première réponse. On va faire intervenir tout de suite un de nos discordiens du début, du tout début, qui s'appelle Grenadier, son pseudo. Il va se présenter. Il est dans l'Essonne, donc dans la belle région de l'Essonne. Et puis, Grenadier, si tu veux bien prendre la main, on va t'inviter et tu vas poser ta question à Florian. Oui, bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Il faudrait juste Bonsoir. ta Alors, caméra, le temps oui, que ça alors attends, s'allume. je l'allume, oui, Vas-y, vas-y. effectivement, elle est déjà Voilà. allumée, mais voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Florian. Oui, bonsoir. Donc ma question pose, en fait, c'est par vous que j'ai appris, par une vidéo que vous avez fait récemment, j'ai appris il était prévu une nouvelle commande de vaccins ARNM chez Moderna de la part de l'UE. Si je me trompe pas, c'est 146 millions de doses. C'est ça. Voilà. Et je voulais savoir, vu les précédents, hein, parce que vu ce qu'on a eu il y a quelques années avec la commande auprès de Pfizer, je voulais savoir s'il était possible déjà de signifier une opposition auprès de l'UE, de nous citoyens, et s'il y avait un moyen juridique de s'opposer à cette commande. Est-ce que c'est une commande déjà ferme et définitive ou est-ce que c'est juste une prévision? Non, c'est une commande. Merci de votre question. C'est une commande pour 4 ans auprès de Moderna. Alors, j'ai l'impression qu'Ursula n'a plus osé auprès de Pfizer parce que Pfizer, c'est le procès de Liège. Vous remarquerez que c'est étonnant. Il n'y a aucune commande pour Pfizer, c'est 100% du Moderna cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est un effet du procès de Liège parce que c'est le Pfizer Gate? C'est fort possible. Ce que pensent d'ailleurs les avocats qui travaillent sur le dossier. La France fait partie des 15 pays, parce que c'est pour 15 pays de l'Union européenne, qui sont malheureusement liés par ce contrat. Honnêtement, je vois pas de moyen. Ça serait une décision politique pour s'y opposer. Ce serait une décision politique. Mais avez-vous entendu un seul député français en parler? Non, Moi, je l'ai appris par vous, uniquement par vous. oui, c'est vrai. Il y a ce que j'ai vu la dépêche AFP en fait. Hein. Donc je l'ai traité, j'ai creusé, j'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas vu de député français en parler, je n'ai pas vu de ministre encore moins en parler. Le gouvernement français a donné son accord manifestement pour la France. Vous me direz, on a comme nouveau ministre de la Santé un certain Neuder, c'est ça? J'ai peut-être oublié son nom, mais qui a déclaré qu'il voulait une stratégie beaucoup plus agressive de vaccination des soignants et des Français. Ce terme, je ne le trouve pas très sympathique. Bon, c'est le même terme que le Tedros Ghebreyesus, le numéro 1 de l'OMS, qui avait dit en novembre dernier qu'il fallait que l'OMS soit beaucoup plus agressive contre les non-vaccinés. Ce terme d'agressif, je trouve qu'il n'a rien à faire dans la vie politique et dans la politique sanitaire. Je trouve très inapproprié. Où normalement on devrait parler de consentement, d'explication, on ne devrait pas parler d'agressivité. Donc ça prouve que c'est vraiment malsain. Non, je vois pas, honnêtement, malheureusement, je vois pas de moyen juridique pour s'y opposer. C'est un contrat, il est là. Peut-être qu'après, on pourrait faire si on voit qu'il y a des problèmes dans le contrat, etc. Bon, on peut toujours faire des choses après coup. Mais là, je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire parce que l'Union européenne va payer un contrat qu'elle a signé. Bon, bah, c'est un contrat entre une organisation et une entreprise. Ça me paraît normal. Normal dans le sens juridique, pas normal du point de vue politique. Non, vous savez, c'est toujours pareil. La vraie opposition à tout ça, elle est politique. Et c'est de quitter l'Union européenne. Si vous voulez reprendre la main sur votre politique sanitaire, il faut quitter l'Union européenne. Enfin, je veux dire, si des Français peuvent ouvrir les yeux suite à cette affaire, tant mieux. Après, si vous ne voulez pas de cette injection ARN messager Moderna, moi, j'en ai jamais voulu et j'en voudrais toujours pas demain, eh ben, on le fera pas. Voilà. C'est mon cas également. Jusqu'ici, personne Voilà. n'a réussi à nous y forcer. Ils ont tout fait pour nous forcer, y compris par des instruments odieux comme le pass sanitaire, le pass vaccinal. Mais moi, je n'ai pas fait de pass sanitaire, je n'ai pas fait de pass vaccinal. Voilà, je ne critique pas ceux qui l'ont fait. Hein. Pour certains, c'était très compliqué, ils allaient perdre leur boulot et tout. Je ne me permettrai pas de juger. Mais il était possible aussi, on l'a démontré, de ne pas le faire. Et si un jour il y avait vraiment une obligation, on n'y est pas du tout, hein, bah, je vous assure que les patriotes organiseraient la désobéissance totale. Mais je pense qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui d'obligation. Je pense que ça n'est pas possible. Quand on voit l'échec total de la campagne de vaccination en 2024 et déjà en 2023, mais enfin c'est de pire en pire chaque année, on voit bien que les Français ne suivent absolument plus. Bien. Est-ce qu'on connaît par hasard le montant en argent, en euros de cette commande? Non, mais bon, allez, fois 20 euros, quoi. D'accord, donc 146 millions par 20, ça fait quand même quelques milliards. Ça fait 3 milliards. 3 milliards, d'accord. Donc, Ouais, ça fait 3 milliards. Donc la sachant, France, ça doit faire 600 millions. sachant que dans la commande Pfizer, plusieurs millions de doses ou dizaines de millions de doses ont fini à la poubelle. Ah bah énormément. Et déjà énormément de Moderna, d'ailleurs j'avais ressorti les articles. Déjà beaucoup de Moderna qui ont fini à la poubelle. Dès 2022, alors imaginez maintenant. Plus personne n'en prend. Donc c'est pour ça que c'est incompréhensible. Enfin, du point de vue rationnel, ça n'a aucun sens. Il y a déjà des stocks, plus personne n'en veut, la campagne ne fonctionne pas, et elle nous en recommande 146 millions. Il y a forcément un problème. Merci Michel pour ta question.
Merci En tout cas, beaucoup. je Merci voulais, pour je la voulais réponse. souligner, c'est donc Michel alias Grenadier, quand les gens du Discord peuvent pas forcément aller aux manifs à Paris, c'est lui qui nous fait les photos en direct et qui nous envoie les photos en direct pour le Discord, pour les gens qui peuvent pas aller aux Bien, manifs. Voilà. très Bon, bien. on prend une question du chat directement, parce que finalement, il y a beaucoup de questions, Florian. On a une question d'un pseudo qui s'appelle Amertz et qui demande: pensez-vous qu'un affrontement soit possible entre l'UE et les États-Unis? Euh, en fait, enfin, c'est une question intéressante parce que il faut quand même voir que Trump, c'est une rupture historique. Depuis les années 50, même avant, les États-Unis, le pouvoir américain a toujours favorisé l'unification européenne. Il faut lire nos amis américains, il faut lire des livres comme ça. Enfin, il faut se plonger dans l'histoire américaine, il faut voir le rôle, on s'est déclassifié tout ça depuis bien longtemps, de Jean Monnet, qui était un agent américain. Bon. Et les gouvernements, souvenez-vous d'Obama qui va en avril 2016 à Londres et qui dit qu'il faut voter contre le Brexit. Là, à l'époque, c'était une ingérence qui ne gênait personne, qui ne gênait pas le système. Les États-Unis ont toujours favorisé l'unification européenne parce que ça a affaibli les États-nations. Et ça a bien marché d'ailleurs, bravo à eux, effectivement. Ça a affaibli comme jamais les États-nations. Et De Gaulle, qui avait une politique d'indépendance par rapport aux États-Unis, ça n'est pas un hasard si c'est lui en plus qui était le plus anti-européiste. Bon, en même temps. Là, avec Trump, il y a une rupture historique parce que Trump, il est contre l'Union européenne. Enfin, je dévoile un peu ma vidéo de demain, mais on sait beaucoup de choses et on sait que il veut traiter en bilatéral avec les États, et non pas pour affaiblir. Alors les Européens disent c'est diviser pour mieux régner. C'est pas ça dans l'idée de Trump. L'idée de Trump, c'est que le monde est fondé sur les nations et les souverainetés nationales. Il l'a dit à l'ONU en 2019. Il avait déjà conseillé en 2018 à Macron de quitter l'Union européenne. Donc, si vous voulez, c'est pas un truc pervers pour diviser l'Union européenne. Il sait bien que c'est une faiblesse, l'Union européenne. Il n'a pas besoin de la diviser. C'est que pour lui, le monde est fondé forcément sur les peuples, les pays, les nations et les souverainetés nationales. Donc, il refuse les représentants de l'Union européenne et ils ne parlent qu'en bilatéral. C'est très intéressant pour nous, ça. C'est pas ça qui va nous libérer, mais ça nous aide. Donc, en fait, je vois pas comment une guerre Union européenne-États-Unis est possible. Parce qu'il y a des pays qui vont traiter directement avec Trump qui n'auront pas d'augmentation de droits de douane. D'autres en auront. Donc, l'Union européenne, elle va être très embêtée. Et c'est là qu'on va se rendre compte que donner nos compétences à une structure supranationale, ça n'a aucun sens. Parce que les pays qui seront embêtés. On sent pas mal de tensions quand même. Il y a quand même pas mal d'invectives. Oui, mais on sent des tensions, en fait, l'État profond se réfugie dans l'Union européenne aujourd'hui. C'est ça qu'on voit. C'est que les mondialistes sont en train d'être chassés de Washington. Je ne dis pas qu'il n'en restera pas, il y en aura toujours. Et Trump aura des résistances, des bâtons dans les roues, on le sait. Il ne faut pas non plus croire que ça sera parfait, qu'il arrivera à faire 100% de ce qu'il veut. Je ne pense pas. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le refuge, ce que j'ai appelé le réduit totalitaire, c'est l'Union européenne. Et donc, en fait, ce ne sera pas tant la guerre de l'Union européenne qui représenterait des intérêts européens face aux Américains. Parce que ça, c'est ce que vont essayer de vous faire croire les européistes. Non, c'est pas ça. C'est comment l'État profond va essayer d'utiliser son truc qui s'appelle l'Union européenne, qu'il maîtrise totalement, contre Trump le plus possible et contre les BRICS en même temps. Parce que si vous les suivez, on va envoyer des soldats en Ukraine contre les soldats russes, mais on va aussi maintenant envoyer des soldats au Groenland contre les soldats américains. Tout ça est joyeux et va être extraordinaire. On va se battre à la fois contre la Russie et contre les États-Unis. J'attends de voir. Vous nous parlerez tout ça demain dans votre vidéo, c'est ça? Je parlerai pas mal de ces choses-là demain. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est très compliqué de répondre à une question qui paraît aussi simple que est-ce qu'il peut y avoir une guerre Union européenne-États-Unis, parce que ça ne veut un peu rien dire. L'Union européenne, oui, le truc qui pilote l'Union européenne aujourd'hui, qui s'appelle l'État profond, et qui est aussi d'ailleurs à l'Élysée, etc. Oui, bien sûr qu'ils vont être contre Trump, mais c'est pas contre Trump en lui-même, ils vont être contre le réveil des nations. Donc ils vont aussi être contre la Slovaquie dans l'Union européenne, vous voyez, contre la Hongrie, contre en tout cas ce qui veut un réveil national en Hongrie, contre ce qui veut un réveil national en Italie, contre ce qui veut une résistance en France. Nous, je pense qu'on va être particulièrement ciblés par les procédures de censure. Voilà, on le sait. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que Union européenne face à États-Unis. C'est un truc parasitaire
j'ai comparé ça à un cancer ce matin sur Radio Courtoisie. Ce cancer-là qui veut détruire l'organisme, il est là, il était beaucoup logé à Washington, maintenant il va être beaucoup logé, encore plus qu'hier, à Bruxelles, parce que Washington est en train d'être nettoyé. Et ce truc-là va être contre l'Amérique de Trump, mais pas contre toute l'Amérique. Ils vont être très amis ils vont continuer à être très amis avec Bill Gates, etc., qui est quand même aussi une partie des États-Unis. Mais ils vont aussi être contre une partie des pays européens. Donc faut le voir comme ça. Donc il faut pas le voir comme un truc géographique, Europe contre États-Unis. C'est mondialiste contre peuple libre. C'est ça le vrai sujet de cette guerre. Ah merde, j'espère que ça répond à ta question, ah merde. Désolé, je ne pouvais pas faire une réponse simple, j'étais obligé de rentrer un petit peu Non, mais la question n'est pas simple, donc la réponse non, peut pas être elle simple. paraît simple comme ça. Non, un européiste va vous dire oui, il faut faire la guerre. L'Union européenne est le moyen pour nous de faire la guerre contre les États-Unis parce que c'est gros et ça nous permet tout ça et c'est n'importe quoi. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On est dans une bataille non pas géographique, on est dans une bataille idéologique aujourd'hui. Et on a l'État profond qui fait la guerre non seulement aux États-Unis, non seulement au peuple libre au sein de l'Europe, mais aussi aux BRICS. Donc ils peuvent que perdre parce que ce sont de multiples fronts face à des adversaires qui sont beaucoup plus importants qu'eux. Amers nous écrit, c'est une réponse hyper complète, merci Florian. Donc voilà. Bah, tant mieux. Merci. On va donner la parole maintenant à l'Irlande. On va donner la parole à l'Irlande. Régulièrement. Hein. Exactement, et c'est pareil, l'Irlande est sur le Discord depuis le début. Elle nous a même permis la création d'un salon qui s'appelle Vos créations inspirantes. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont un petit peu de talent, il y a des petits montages vidéo, des photos, des choses comme ça. Donc tous ceux qui se sentent inspirés vont mettre leur création dans le salon Vos créations inspirantes. L'Irlande ou Marion qui va se présenter et qui va poser sa question à Florian. Bonsoir, monsieur Filippo. Eh bien, Bonsoir. je suis Marion. Et désolée de vous harceler en tant que l'Irlande. Ah non, vous me harcelez pas du tout. Moi, j'aime bien quand le direct du vendredi est animé. Tant mieux, alors. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes et je vais revenir plutôt sur un sujet un peu franco-français. En l'occurrence, moi, pour mon travail, je dois faire 40 km pour y aller. Et donc, le transport est un vrai souci. J'habite en campagne. Donc, ma question, c'est notamment quelles seraient les choses qui permettraient de garder et de faire vivre la ruralité en développant, soit en innovant ou en restaurant, des moyens de transport communs. Donc, refaire le maillage de la SNCF, les bus, des choses comme ça. Bah déjà, merci de la question. Hein. Je crois qu'elle est fondamentale pour des dizaines de millions de Français, en fait. Qu'on arrête dans... Déjà, il y a beaucoup de gens à la campagne. Bon, le système des trains, je en reparle juste après, hein. Mais il n'est pas suffisant parce que ça va être la voiture. Comme, alors ici, on va vous dire, mais non, ils n'ont qu'à prendre leur trottinette. Oui, alors quand on habite au cœur de Paris, oui, on prend la trottinette, pas de souci. Mais il faut sortir de Paris, hein. Faut voir la réalité quand même de la France. Pour beaucoup de Français, c'est la voiture. Et donc, aujourd'hui, la voiture, alors on vous met des ZFE quand vous arrivez dans la métropole. On vous met l'essence très chère, les taxes, et puis les ZFE qui vont être de plus en plus nombreuses. Bon, alors, moi, j'arrêterai puis des radars partout, des trucs délirants, de pire en pire. Hein. Je vais vous dire, d'abord, les ZFE, il faut être très clair. Beaucoup de partis politiques en parlent. Il y en a très, très peu qui vont au bout du sujet. Les ZFE, c'est une loi climat 2021, comme les DPE hein, pour les logements. Mais enfin, il faut creuser derrière. C'est juste l'application de textes européens. Hein. Donc, tous ceux qui vous disent on va demain, quand on est au pouvoir, on va mettre fin aux ZFE ou on va les restreindre, etc. Si vous êtes encore dans l'Union européenne, vous ne ferez rien du tout. Hein. Donc, on retombe sur un sujet Frexit. Parce que là aussi, on s'est fait manger par le climatisme qui passe énormément par les directives européennes. Qui d'ailleurs nous font croire qu'ils sont écolos, alors qu'à côté, ils signent des accords de libre-échange à tout va, alors qu'il n'y a rien de plus pollueur que les accords de libre-échange. Enfin bon, bref, c'est pour ça que j'appelle ça l'escrologie. Après, sur les voitures, les radars, le prix de l'essence, etc., il faut remettre du bon sens. Je ne vous dis pas qu'on paiera demain 0 € l'essence, mais enfin, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais enfin, on peut quand même réduire les taxes, on peut quand même faire un effort, on peut quand même penser un tout petit peu au pouvoir d'achat de ceux qui sont obligés de prendre leur voiture et arrêter de les assommer. Donc, évidemment qu'il faut une politique de baisse des taxes.
ça fait perdre de l'argent. Bah, on n'a qu'à arrêter de faire des chèques de tous les mois à Zelensky, à Ursula, etc., etc. Mettons l'argent là où il doit être. Et notamment, si on veut une activité économique en France, il faut quand même qu'il y ait des transports. Hein. C'est ça aussi la réalité. Hein. C'est que si le transport est de plus en plus compliqué, c'est comme l'énergie. Hein. Tout ce qui circule, tout ce qui fluidifie l'économie d'un pays, ce qui fluidifie l'économie d'un pays, c'est l'énergie et c'est le transport. Si les deux deviennent extrêmement chers, exorbitants, vous n'avez plus d'économie, c'est la panne sèche. Donc on doit faire Donc l'argent, on le récupérera ailleurs parce qu'on va renforcer l'activité économique, etc. Donc faisons un effort massif sur les taxes. Et les radars, etc. Oui, moi je suis pour la sécurité routière. Attention, j'ai pas envie qu'on retombe à 15 000 morts par an sur les routes de France, etc. Enfin bon, on a fait énormément de progrès, Dieu merci, sur les véhicules, sur la sécurité dans les véhicules, sur leur solidité, etc. Les gens sont quand même plus raisonnables sur l'alcool au volant, et tant mieux. Hein, je veux dire, moi je suis pas pour qu'on conduise bourré ou quoi que ce soit, mais on peut aussi quand même considérer qu'au bout d'un moment, la politique des radars, c'était plus totalement de la sécurité routière, c'était surtout une politique de vache à lait. Et donc, on va arrêter aussi un peu là, on va mettre le haut là sur tout ça et revenir à des choses beaucoup plus rationnelles. Vous savez, quand beaucoup de départements sont repassés du 80 au 90 km/h, on n'a pas vu d'explosion, d'accidents et de mortalité dans ces départements. Donc, ce qui prouvait que l'argument qui était avancé était faux. Voilà, moi, je suis pour une politique très pragmatique sur ce sujet-là et qui aidera une bonne partie de nos compatriotes. Après, sur les autres transports en commun, la SNCF a fermé des lignes parce qu'on a fait les directives de libéralisation de la SNCF, directives européennes. Là, parce qu'on a coupé la SNCF en 3 entreprises pour obéir à Bruxelles, parce qu'on a mis fin au monopole public national, parce qu'on a mis fin à la possibilité de financer nos services publics comme on le voulait. Parce que quand, je prends un autre exemple, Air France est renfloué pendant le Covid par l'État, en contrepartie, Air France doit abandonner l'aéroport d'Orly. Et c'est une catastrophe, y compris pour l'aménagement du territoire, parce que vous avez des lignes qui vont fermer, qui vont être beaucoup plus compliquées pour les gens parce que Air France, à la demande de la Commission européenne, doit rendre ses créneaux pour Orly. Donc vous voyez, tous les grands services publics nationaux de transport ont été dézingués par les politiques européennes. C'est pareil pour EDF, bien sûr. Hein. Donc là aussi, retrouver la souveraineté nationale et reconstruire quelque chose. Rebâtir. Voilà. Donc, politique de service public, politique de l'automobiliste. Ça répond à ta question, Merci Marion? beaucoup. Merci. Oui, c'est parfait. Merci, bonne soirée. beaucoup, Monsieur Philippot. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. On va venir tout de suite sur une question du chat, Florian. Bonsoir, petite question. Alors, c'est une question de Thomas. Petite question à propos justement des jeunes, puisqu'on parlait des jeunes tout à l'heure avec le Discord. Y a-t-il un projet au niveau national de faire une branche, les jeunes patriotes? Éternel débat, ça. Alors, je sais qu'il y a plein de jeunes qui veulent. Il y a aussi des jeunes qui veulent pas parce qu'ils aiment pas. Vous rentrez dans un mouvement et alors il y a 2 tendances. Soit on vous met dans une branche jeune parce que vous êtes dans un critère d'âge en fait et c'est bien parce que vous rencontrez des gens de votre génération et tout et c'est stimulant pour militer, pour créer des choses, pour moderniser le mouvement, nous donner plein d'idées comme là et le créer et le faire parce que c'est sûr que quand on a 18, 20 ans et tout, on connaît plein de trucs. Moi, je vois plus parce que je suis plus pas dans cette génération. Bon, après, j'essaie de me mettre à la page, hein, mais eux, c'est leur vie. Donc, c'est plus simple. Et ça, c'est génial pour nous parce que ça nous donne ça nous permet de nous tenir à niveau tout le temps. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a aussi plein de jeunes qui disent « Ouais, mais moi, j'arrive dans un mouvement, j'ai envie d'être avec les grands, entre guillemets, tout de suite, et j'ai pas envie d'être relégué dans un mouvement jeune. » Donc, au début, on avait pensé le faire, au début, les Patriotes, après, on avait arrêté parce qu'on avait entendu ce discours-là, ce que je comprends. Donc, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il faut que j'interroge directement les adhérents jeunes pour savoir ce qu'ils en pensent. Mon cœur balance entre les deux. Et bon, je suis preneur d'arguments, voilà. Et j'aimerais voir un peu le rapport de force parmi les jeunes sur ce qu'ils pensent, eux, de cette affaire-là. J'ai pas d'idée précise ce soir. Je suis vraiment très honnête. Hein. Je pense qu'on fera une consultation, quelque chose. Dans ce cas, Florian, est-ce que vous seriez d'accord que les admins du Discord, les petites équipes Discord, fassent un sondage autour de ce sujet et puis qu'on fasse remonter les informations, puisqu'on a quand même une moyenne d'âge une moyenne d'âge inférieure quand même sur le Discord, et ça pourrait permettre peut-être d'avoir des amorces de réponse. Complètement. Après, s'ils peuvent tout de suite un petit peu préciser à quoi ça ressemblerait, ce que ça pourrait faire de différent, parce qu'il ne faut pas non plus doublonner le parti. Hein, il ne faut pas qu'il y ait. Tout à fait. Voilà.
Il faut que ça reste souple aussi, les frontières avec le mouvement. Mais quel serait l'intérêt, la valeur ajoutée réelle? C'est bien de le mettre en même temps. Voilà. Mais je suis très preneur de cette consultation. Super. On a une question également, on avait une question de T qui était est-ce qu'on peut concilier écologie et souveraineté? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'escrologie, mais est-ce qu'on peut trouver une écologie qui rime avec souveraineté? Ah mais non, mais pour moi, la vraie écologie ne peut que rimer avec souveraineté. Il n'est pas possible de faire une vraie politique écologique en étant mondialiste. Parce que le mondialisme, par définition, c'est l'inverse de la proximité et c'est un système économique, agricole, industriel délirant quand on y réfléchit. On a construit un monde où on fait fabriquer à des milliers de kilomètres ce qu'on consomme ici, qu'on va retraiter à des milliers de kilomètres. Tout ça, ça crée plein de transports inutiles par air, par mer, sur terre, donc plein de pollution. Ça crée un dumping très malsain où on va aller chercher le dernier pays qui vous assure des coûts de production plus bas parce qu'il n'a pas de normes environnementales, parce qu'il fait travailler les gosses, parce qu'il fait travailler des gens dans des conditions épouvantables. Donc c'est vraiment un système qui tire vers le bas, socialement, environnement, écologiquement. Bon. Et donc, l'alternative à ça, c'est de relocaliser au maximum les productions industrielles, de services et agricoles. C'est tout le combat de nos paysans. Hein. Je veux dire, vous savez, les paysans qu'on ne voit pas dans le combat, ce sont ceux qui sont déjà hors de France. En réalité, dans leur tête, ils sont déjà dans le grand marché mondial. Bon, il y en aura toujours, mais enfin, c'est une minorité en réalité. Hein. La plupart des paysans, ils aimeraient bien que dans les cantines scolaires, monsieur Rousseau, le PDG de la FNSEA, pas le patron, c'est le PDG de la FNSEA. En fait, c'est pas un paysan. C'est un homme d'affaires qui gère une société de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je dis pas qu'il faut pas pour la force de la France que cette société n'existe pas. Je suis pas là pour que la France n'ait pas de grandes entreprises. Hein. Si on a des champions mondiaux, tant mieux. Mais je veux pas qu'en même temps ce type fasse croire qu'il défend les intérêts des paysans. C'est ça qui me gêne beaucoup. Qu'il reste dans son rôle. Il est patron de multinationales, très bien qu'il le fasse. Mais qu'il ne fasse pas croire à côté qu'il vit les mêmes choses que le paysan qui gagne 500 € par mois au fin fond de la Creuse. On va arrêter. Voilà, c'est pas le même monde. Bon, donc, ils ne sont pas les mêmes intérêts. Donc la vraie écologie, elle est forcément patriote et souverainiste parce qu'il faut relocaliser, il faut faire. Et c'est ce qui vous permet ensuite d'enclencher. Vous savez, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'agroécologie. J'ai même visité des fermes en Charente très performantes sur l'agroécologie, les travaux du professeur Bourguignon. On a fait régresser la part du bio. C'est délirant. On a pas construit une politique de circuit court. On a une politique réelle d'écologie à mener, parce qu'on parle toujours du climat, oui, mais on se focalise sur le climat, on oublie complètement le reste. Le continent plastique, la France a des choses à dire là-dessus, elle a 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Pourquoi on n'en parle pas plus? On a des choses à dire sur la faune et la flore, ne serait-ce qu'à commencer par la protection animale. Ce que je n'ai pas dit sur le système mondialiste économique, c'est qu'en plus, il est épouvantable pour ceux qui s'intéressent, que ça touche pour la cause animale. Parce que ça pousse à avoir des usines d'1 million de bêtes. Vous imaginez, plus le transport ensuite, enfin, c'est épouvantable. Donc, si vous voulez, on a signé le Mercosur, on sait, ça a été étudié, il y a des études d'impact. Le Mercosur, qui sera le plus gros accord, j'espère qu'il ne verra pas le jour à la fin, mais enfin, pour l'instant, il est en bonne voie, malheureusement. Le Mercosur, ce sera le plus gros accord de libre-échange de l'histoire de l'humanité. Complètement à rebours de ce qu'on fait ailleurs. Vous voyez, on dit Trump, il n'est pas écolo parce qu'il va forer et tout. Ouais, mais en faisant le protectionnisme, je pense qu'il sera 10 fois plus écolo en fait qu'Ursula von der Leyen, vous voyez, même sans le vouloir. Par exemple, le Mercosur, ça va entraîner une accélération de la déforestation de l'Amazonie. Donc, on va perdre des espèces qu'on n'a même pas eu le temps de découvrir, animales ou végétales. C'est délirant, c'est triste. Et une uniformisation en fait des animaux à travers le monde, puisque finalement tout le monde ne mange plus que le même type de vache, le même type de poule, etc. Et la même chose pour les œufs. On
perd les terroirs, en fait. On perd Tout les à fait. terroirs, y compris au sein de la France. Tout à fait. Vous savez, l'autre jour, il y avait Alexandre Pat, qui est agriculteur, qui intervenait à Toulouse avec Anne-Marie, Anne-Marie Coustou, dans notre table ronde à Toulouse, formidable d'ailleurs. Et Alexandre nous racontait dans la voiture que maintenant, il fait des lentilles. Ouais, enfin, les lentilles, normalement, la région, c'est les lentilles du Puy-en-Velay. Du Puy, c'est l'Auvergne. Mais il dit, pourquoi je fais des lentilles alors que lui, il est en Eure-et-Loire? Il fait des lentilles parce que l'Union européenne a mis des subventions pour la lentille. Bon, lui, il est pour le Frexit. Hein. Mais il faut bien qu'il vive. Donc là, on lui donne des subventions pour faire des lentilles. Il ne sait pas pourquoi on lui demande de faire des lentilles, mais il fait des lentilles, sinon il ne vit pas. Donc il fait des lentilles. Il dit, ouais, mais là, on déstructure l'Auvergne. On leur fait de la concurrence, y compris au sein de la France. Et je n'ai pas envie de leur faire, mais on déstructure tout. Voilà, les terroirs, tout ce qui est... et tout ça, vous voyez, la vraie écologie, la vraie vision écologique, qui est forcément liée à la proximité. Je ne connais pas l'écologie sans parler du mot proximité, ça n'existe pas. Je ne comprends pas comment on fait de la vraie écologie sans parler de proximité. Vous comprenez qu'elle ne peut pas être autre chose que souverainiste et patriote. Et d'autant que nous avons vraiment des exemples, je pense que mes collègues référents pourront remonter, je pense, du terrain aussi tout ce qui marche en écologie concrète. Bien sûr. Par exemple, je sais que dans le sud Calvados, on a des communautés de communes où les cantines des enfants sont approvisionnées réellement par les paysans bio et par les maraîchers bio du secteur. Et ça fonctionne. Donc, il y a des exemples qui montrent que ça fonctionne. C'est demandé, ça fonctionnerait partout. Vous savez que dans les contrats publics, les marchés publics des cantines, vous n'avez pas le droit de mettre un critère national ou même local. C'est interdit par le droit européen, encore une fois. Vous savez, du temps où j'étais au Front National, on avait voulu développer cette idée-là et on avait créé un collectif qui s'appelait l'Écologie Patriote. Et d'ailleurs, Eric Richard-Mose, qui doit nous écouter, qui doit être là, et en était l'animateur principal. Je ne sais plus s'il était président ou secrétaire général, mais c'est lui qu'on voyait. C'était cette vision-là. Après, le Front a complètement abandonné. Enfin bon, je ne sais même pas de quoi il parle aujourd'hui, parce que de toute façon, comme ils sont pour l'Union européenne, ils sont pour ce système, hein, qu'ils le veuillent ou pas. Hein. Bon, tout le reste. Collectif Nouvelle Écologie, voilà. Oui, il s'appelait Collectif Nouvelle Écologie, mais c'est l'écologie patriote, je crois que c'était le sous-titre. Et ben, c'était exactement cette vision-là. Mais elle n'était possible que si on avait les clés de la souveraineté. Sinon, tout le reste, oui, moi, je peux dire comme Sandrine Rousseau, elle dit qu'elle est contre le Mercosur, elle. Hein. Mais Bardella vous dira la même chose, hein, qu'il est contre le Mercosur. Bah oui, c'est bien mignon, mais vous laissez quand même la compétence à l'Union européenne. Donc, vous êtes formellement contre le Mercosur, mais vous êtes réellement pour. Dans le vrai, vous êtes pour. Parce que sinon, vous retireriez la compétence des mains d'Ursula von der Leyen et vous la rendriez aux Français. C'est pas ce qui est fait. Nous allons passer à notre troisième intervenant, Florian. On va appeler Covix, qui a également une question. Donc là, c'est pareil, ça va être place aux jeunes parce que vous allez voir. Également un contributeur du Discord est très dynamique. Bonsoir Philippot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lancelot, j'ai 15 ans, je suis lycéen et je voulais vous poser une question par rapport à l'éducation nationale. Alors, pensez-vous que le système éducatif français doit être réformé? Et si oui, sur quel pays la France pourrait-elle prendre exemple? Il doit être réformé, oui, tout à fait, mais il doit être remis sur des bases en fait de bon sens, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a un pays sur lequel on peut prendre exemple? Bon, je sais pas. En réalité, c'est compliqué. Il y a sûrement des bonnes idées ici et là. Je pense qu'il y a de modèles parfaits, complètement copiables, parce que la France a sa tradition, a son histoire. Mais vous voyez, justement, j'ai partagé tout à l'heure une petite vidéo d'une professeure en université en première année de lettres. Et elle dit, maintenant, j'ai des élèves, pas tous, Dieu merci, mais elle a beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent, en arrivant en fac, pas du tout la langue. Elle dit, ils n'ont même pas le niveau CM2. Pourquoi? Parce qu'on a effondré l'école primaire. Ça, c'est le fils d'instituteur qui vous le dit, puisque j'ai eu de cesse d'entendre mes parents se lamenter de la baisse du niveau. Et je vous parle de ça il y a longtemps. Mais ensuite, il n'a pas baissé, il s'est effondré. Alors, moi, je remettrai les choses dans l'ordre. À l'école primaire, je consacrerai, et c'était une idée de Jean-Paul Brigelli, je pense qu'il a raison. Vous savez, celui qui a écrit La fabrique du crétin et tout, on avait travaillé un petit peu avec lui. Il avait dit qu'il faut consacrer au moins 50% du temps aux Français. Lire, écrire. C'est la base de la base. Parce que le problème, c'est que si vous ne construisez pas cette brique, votre maison, ensuite, elle se casse la figure quoi qu'il arrive.
Vous pouvez pas ensuite. Viendra le temps, par le collège, le lycée, les études supérieures éventuelles, viendra le temps de rentrer dans le détail, d'affiner. Bien sûr que l'histoire, on en apprend des rudiments à l'école primaire, on apprend le roman national et il faut apprendre le roman national. On sait que quand on détaille ensuite, tout ça est un petit peu faux ou arrangé, mais c'est pas grave. C'est pas si faux que ça d'ailleurs, c'est embelli. C'est fait pour créer d'abord un citoyen français. Ensuite, on rentre dans le détail. On voit que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui ne rend pas faux le roman national, mais ce qui lui permet d'approfondir sa culture historique et sa culture générale et de rentrer dans la précision des termes. Pareil pour la science, pareil pour les mathématiques, etc. C'est pas du tout ce qui est fait. Pas du tout ce qui est fait aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a des ministres qui sont obsédés par l'éducation sexuelle. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est écrit dans les règlements OMS, ONU, etc. C'est l'agenda 2030. Tout ça est mondialiste au dernier degré. C'est affreux. C'est affreux, c'est dangereux. Et en plus, c'est du temps perdu pour les choses vraiment utiles. Donc ça, j'arrêterai complètement et je remettrai l'accent sur lire, écrire, compter à l'école primaire. Ensuite, je pense qu'on a en permanence, on a modifié l'organisation du collège, du lycée, du bac. Je crois qu'on n'y comprend plus rien. Les filières, Oui. les matières obligatoires, optionnelles. Il faut revenir à un petit peu de bon sens. Ça a fonctionné plutôt pas mal d'avoir, parce que moi j'ai connu SLES, ça n'existe plus. Je trouvais que c'était pas si idiot que ça. Je trouve quand même, pendant des années, je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais à un moment, vous pouviez arriver jusqu'au bac sans avoir jamais fait de géographie ou d'histoire au lycée. Je pense que c'était aberrant. On a créé plein d'options dans tous les sens, on a créé ce système très compliqué. Je pense qu'il faut revenir à des choses simples, qui fonctionnent, et remettre le paquet à la base des savoirs fondamentaux et ensuite une organisation simple, compréhensible par tout le monde et qui arrête par ailleurs de dénigrer l'enseignement professionnel et les métiers manuels. Ça, D'accord. c'est un vrai souci parce que c'est complètement idiot de dénigrer ces filières qui sont pourvoyeuses d'énormément d'emplois et d'emplois bien payés. Donc ça aussi, il faut les revaloriser. Donc c'est la vision un peu que j'ai des choses. Remettre le mérite au centre, remettre l'exigence des savoirs. Alors, ce que je dis là, on va le détailler parce qu'on va faire chez Alain Vélo Université d'éducation populaire sur l'école, avec des gens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Ça sera, je crois, en mai, fin mai, donc on va sortir quelque chose de très précis là-dessus. Mais remettons déjà du bon sens et quelques grands principes de base. Je sais que c'est plus compliqué aujourd'hui pour la jeunesse. Je sais que c'est plus compliqué avec l'histoire des réseaux sociaux, des écrans. Je sais que le temps de concentration, il a baissé. Et je Oui, vois bien, je moi-même confirme. qui vis beaucoup sur les écrans de fait, soit beaucoup pour travailler, pour le mouvement, mais aussi par loisir, parce qu'on y voit des choses et je ne vis pas dans ma grotte. Je vois bien que ça fait perdre du temps pour lire, ça fait perdre de la capacité de concentration. En plus, les jeunes, très souvent, ils ont tous leur téléphone portable assez jeunes quand même maintenant et tout. Et je ne dis pas que je ne l'aurais pas eu aussi à leur âge, c'est juste que ça n'existait pas. Donc, je ne vais pas non plus, et puis ils sont vite sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est du temps, c'est chronophage. Et parfois, on voit quand même aussi, je ne suis pas du tout pour la censure, vous le savez, mais enfin, on voit aussi des trucs un peu idiots parfois quand on est toute la journée sur TikTok à voir les petits trucs. Oui, C'est quand même... totalement. Donc, je sais que c'est pas facile. Moi, je suis parfois très compatissant avec la jeunesse parce que je sais qu'ils sont dans des conditions objectivement plus difficiles que les nôtres pour lire, pour prendre le temps de lire, pour être capable de se concentrer, c'est plus compliqué. Il faut en tenir compte, il ne faut pas blâmer, c'est plus compliqué. Le monde fait que c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été contre la présence d'écran à l'école. Il faut sanctuariser. Il faut vraiment... moi, je crois beaucoup au cahier, au stylo, à la craie et au tableau. Et je crois qu'il faut revenir beaucoup à ces choses-là parce qu'on sait qu'ailleurs, le reste du temps, il y aura les écrans. Il y aura tout le reste. Et c'est comme ça. Donc, voilà. Et puis, réapprendre l'amour de la lecture. C'est pas facile, je sais bien. Mais si on peut ensuite donner l'amour de la lecture et faire que l'élève, le jeune, chez lui, le soir, spontanément, il va avoir envie de lire un peu plutôt que de passer une demi-heure sur TikTok, je trouve ça bien. Voilà. Oui. C'est D'ailleurs, si je ne me trompe pas, indispensable. Florian,
les pays qui étaient tout tablette et tout numérique sont en train de faire une grosse marche arrière aujourd'hui, hein. Je pense à la Suède, c'est Ah bah, affolant. L'échec est cuisant. mais c'est marrant parce que nous, pareil, on avait créé un collectif avec Alain dès 2013 qui s'appelait Racing, qui existe toujours, hein. Et on avait dit très tôt, ne faites pas entrer les tablettes dans l'école. De toute façon, un jour, on les chassera et ça va être la catastrophe. Il fallait pas être grand clair pour comprendre que ça n'était pas compatible avec de vraies méthodes d'éducation. Qu'est-ce que ça fait gagner? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça fait perdre? Énormément. Les jeunes ont déjà beaucoup de difficultés de concentration aujourd'hui. De toute façon, je dis pas que les jeunes, on est tous touchés par ça. On a tous plus de mal, peut-être à cause des écrans permanents, à rester longuement sur un article. Moi, je vois même parfois, je me surprends à être plus impatient, à vouloir vite. Parfois, j'ai presque envie de zoomer sur une feuille, à faire le geste que je fais sur mon écran, parce qu'on est très habitué à cette société numérique aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il faut avoir des sanctuaires chez soi et à l'école où on souffle, on se déconnecte, on lit, on écrit, on pense, voilà. Et ça fera le plus grand bien à ces jeunes, à leur famille, à leur entourage, à l'anxiété générale qui va retomber un peu, hein, le niveau d'énervement aussi, ça énerve tout le monde, et puis à l'avenir de la nation. Parce que ça, c'est le plus inquiétant. Si on a un niveau qui s'effondre, et il s'est bien effondré, hein, on voit avec les PISA, c'est catastrophique pour l'avenir de la nation, hein, parce que ça veut dire qu'on sera moins performant pour la recherche. Enfin, c'est vraiment c'est un appauvrissement à terme qui nous guette, massif, parce que si on a un niveau d'éducation qui s'effondre, ça se traduit toujours ensuite par un déclassement du pays et un appauvrissement massif. Donc il nous reste un petit peu de temps pour réagir, mais il faut réagir vite et fort. Et je Oui, pense qu'on donc d'accord. vous reparlerez, vous atteindrez tous ces sujets-là lors de des universités populaires Ah oui, sur la oui, thématique oui. de Non, mais l'éducation. là, vous voyez, j'ai demandé à pas avoir les questions à l'avance parce que je veux rester Voilà. spontané. Mais Oui. je jette des idées qui me viennent là. J'ai pas Mais classé ce ces qui donne de idées, donc je veux pas Ce que qui ce donne de soit. l'espoir, c'est de voir il y a des jeunes comme Covix qui sont très, très contributeurs sur le Discord et on peut pas imaginer qu'on a des jeunes qui ont 15 ans avec lesquels on a ces discussions aussi intéressantes en fait sur différentes thématiques. Voilà. Ah bah oui, non mais Lancelot, moi je le vois sur Insta. Voilà. Voilà, il est à fond. Bon, Merci bravo. beaucoup pour ta Super. question, Lancelot. On va passer Merci une question beaucoup. En tout suivante cas, du vous chat. avez bien répondu. Je confirme tout ce que vous dites parce que je le vois moi-même au lycée. C'est vrai que c'est un petit peu affolant, mais bon, j'espère que ça changera. Vous êtes en quelle Merci classe? beaucoup, monsieur. Je suis en seconde, En seconde. Ouais. donc je viens d'entrer au lycée. Ok, bon courage. Merci beaucoup. Sympa le À lycée. bientôt, Lancelot. J'ai bien aimé le lycée. Je préfère le lycée au collège. Une question qui nous vient des dom-tom, Florian. Et puis je pense qu'en plus vous y alliez bientôt, d'après ce que j'ai vu. Ah oui, oui, je vais à la Réunion en février là. Quelques jours, ça va aller Vo- vite, mais on fait 2 réunions publiques. Voilà. Donc, la question, c'est quelles mesures prendriez-vous pour les dom-tom si vous étiez élu sur le fait où les gens se sentent un peu délaissés là-bas, les jeunes sont obligés de venir en métropole pour étudier, alors que ce sont des régions qui ont des potentiels énormes. Pour y Alors, avoir vécu un petit peu, euh, il on y a est d'accord. tellement à faire sur place et finalement ils sont obligés de partir étudier ailleurs. D'abord, vive nos compatriotes d'outre-mer. C'est pas de la démagogie. Ils nous ont démontré pendant le Covid notamment que eux, paf, ils sont ultra résistants, très organisés. Ils ont obtenu beaucoup de choses qu'on n'a pas obtenues en métropole. Donc d'abord, ils sont formidables. En plus, j'adore. À chaque fois, j'y vais parce que voilà, c'est des gens qui ont un cœur énorme. Deuxièmement, 3 idées, mais ça n'épuise pas du tout le sujet. Hein. Un, on n'en parle pas assez. Ou on en parle quand il y a un cyclone terrible à Mayotte, ça. Moi, j'ai déjà proposé ça depuis longtemps. Il faut que sur les chaînes info et les JT, etc., il y ait des quotas obligatoires d'informations sur l'outre-mer. Et pas pour nous dire qu'il y a eu un cyclone ou machin, qu'on sache ce qui s'y passe. Il se crée des choses, il y a de la culture, il y a de l'économie, il y a des créations d'entreprises, il y a de la politique, enfin, je veux dire, voilà, qu'on en parle. Je veux dire, c'est quand même. Et ça, puisque ça se fait pas naturellement, il faut que ce soit obligatoire. Il faut que dans les JT et dans les chaînes info, les Français entendent parler des Français d'outre-mer. Ça fait partie, au même titre que n'importe quelle région française de métropole, ça fait partie de la France. 2, la vie chère, l'octroi de mer. Là, il faut qu'on trouve une solution. C'est inimaginable de voir des packs d'eau à 12 €, enfin tout ça à circuler. C'est scandaleux. Les prix, tout est beaucoup plus cher. Il y a l'octroi de mer. Alors, je sais que ça finance les collectivités locales. Enfin, trouvons un autre système. Excusez-moi, il faut arrêter.
ce système, certes, ça finance les collectivités locales, on les finance autrement, j'en sais rien. Ou on leur demande au passage à certaines de faire un peu d'économie parce qu'il y a des collectivités locales qui font de la gabegie, faut quand même le dire. La décentralisation, ça a aussi créé beaucoup de gabegie. Et puis on trouvera d'autres sources de financement. Mais enfin, on ne va pas faire payer aux consommateurs des packs d'eau bien plus chers qu'en métropole, etc. Et puis tous les autres produits avec cet octroi de mer. Il faut qu'on arrête ça. Donc ça, c'est vraiment pour moi une grande priorité. Et 3, qu'on se rende compte de la chance et de l'opportunité économique, diplomatique, énergétique, environnementale, on parle de l'écologie, les grands projets de tous nos outre-mer qui font que nous sommes le pays qui compte le plus de fuseaux horaires au monde. C'est nous qui en avons le plus. Et qui fait qu'on est présent partout. Les mers, les océans, les zones du globe. Donc tout ça, ça se valorise. De Gaulle, il avait le génie de le faire. Un jour, il arrive dans la forêt vierge, début des années 60, de Guyane, il n'y a rien. Et il dévoile même pas ce à quoi il pense. Il dit, ici, dans quelques années, il y aura une grande aventure française. Et 4 ans plus tard, décolle Véronique, la première fusée française, l'ancêtre du programme Ariane. Véronique comme Véron électronique, puisque les moteurs étaient donc ça c'était Kourou, en Guyane. Les moteurs étaient fabriqués à Véron, ils le sont d'ailleurs encore jusqu'à très peu pour Ariane, puisque l'Allemagne nous a piqué tout ça. Je crois en 2022, honteusement. Mais il avait... Et pourquoi il l'a fait à Kourou? Parce que la Guyane était placée de telle manière sur le globe que c'était parfait pour les lanceurs de satellites, en fait. Mais bon, il y a plein... Vu tous nos outre-mer, on pourrait imaginer... Dans mon livre, Les 100 jours de la Révolution qui vient, il y a tout un chapitre sur... J'explique qu'on pourrait créer des centres de recherche sur telle ou telle spécificité dans les différents outre-mer pour les valoriser, pour créer des emplois à haute valeur ajoutée, pour faire venir des familles, pour faire venir des gens qui apporteront beaucoup de richesse à ces territoires, qui pourront... Voilà, parce que souvent, ils sont... tout le temps même, alors plus ou moins, mais en dessous du niveau, malheureusement, de développement de la métropole. Donc, il faut être créatif, il faut être imaginatif, mais il faut surtout croire en la France, parce que, en fait, plus vous croyez en la France, plus vous avez envie d'aider tous les territoires français, et donc l'outre-mer. Vous voyez, vous avez envie d'aider encore plus ceux qui en ont encore plus besoin. Donc, le patriotisme amène naturellement au développement accéléré de l'outre-mer. Si j'ai bonne mémoire, lors des assises à Arras, Idriss Aberkane nous avait donné de très beaux exemples de ce qui pouvait être fait aussi en outre-mer grâce à tout ce qui était marée moteur, tout ce qui il y a les plein fermes, de enfin, trucs. les Il y fermes a marines. plein de trucs. Et vous imaginez, c'est un cercle vertueux. Ensuite, vous pouvez créer des universités, vous pouvez créer des centres de recherche, vous pouvez créer. Enfin, c'est tellement incroyable qu'on a cette pépite dans la main et que Mais moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont tous le nez sur Berlin, Bruxelles, Washington, un peu moins Washington maintenant, mais Bruxelles, Berlin, et ils oublient que la France est un pays monde. Après, il y a des thématiques très particulières. Mayotte, il faut évidemment arrêter le droit du sol, il faut arrêter. Alors là, je veux dire, il faut régler définitivement le problème à l'ONU. L'ONU nous conteste la souveraineté sur Mayotte alors qu'il y a eu un référendum, et donc ça donne du grain à moudre aux Comores à côté. Bon, tout ça n'est pas, et ça règle pas le problème. Il faut régler définitivement ce problème politique pour régler le problème migratoire et sécuritaire à Mayotte. Ça, mais c'est un cas particulier. Mais enfin bon, il y a d'autres problèmes migratoires dans d'autres territoires, comme la Réunion notamment, je sais, ou la Guyane d'ailleurs. Il faut les régler aussi, mais pour ça, il faut retrouver une souveraineté. Florian, nous sommes un peu, nous croulons sous les questions. Donc, quel temps nous accordez-vous encore un peu combien de questions on peut prendre du chat? Pas beaucoup parce que je vais devoir encore peut-être une. D'accord. Désolé, Bon, écoutez, on refera, mais. Ouais, je pense qu'on va vu le nombre de questions, on sera obligé de le refaire parce que c'est passionnant et tout le monde finalement en vient avec des questions. On ne sait pas quelle question choisir tellement les questions sont intéressantes. On refera avec grand plaisir. Alors, il y avait une question par rapport à la souveraineté numérique. Quelqu'un aimerait avoir je crois que c'est Cayenne, c'est ça, qui aimerait avoir votre avis pour savoir, beaucoup quasiment sont toutes des entreprises comme Microsoft, Amazon, Google, les fabricants de téléphones, les Huawei, les Nokia, les Siemens, les networks, etc. Comment pourrait-on un jour peut-être avoir à nouveau des fleurons français comme on a eu Alcatel, comme on a eu Thomson, comme on a eu toutes ces sociétés? Ça, c'est scandaleux ce qu'on a fait. On était bien parti et là, vous voyez, par absence de stratégie industrielle nationale, et en fait aussi parce qu'on a transféré, on a arrêté, on n'a plus de ministère de l'Industrie, de fait, parce qu'on a donné tout.
toutes les compétences à Bruxelles, on n'a plus rien. Et désolé, hein, la souveraineté, elle est formelle, juridique, politique, mais il faut derrière qu'elle soit réelle aussi. Il faut une souveraineté industrielle, il faut une souveraineté numérique. J'en ai parlé dans mon discours l'autre jour devant l'ARCOM, j'ai parlé de souveraineté numérique française. Parfois, certains parlent de souveraineté européenne. Qu'il y ait des géants allemands ou polonais ne m'intéresse pas et ne créera rien de bon pour l'ingénieur ou l'ouvrier français ou l'indépendance française. Non, il faut être clair, il faut parler de souveraineté française. Il va falloir mettre le paquet beaucoup plus sur la recherche, sur le développement. Alors, on a parfois des startups, des licornes qui sont très performantes, mais elles sont vite rachetées et détectées par l'étranger. Il faut mieux les protéger. Il faut les amener à se développer, à devenir des grands groupes, parce qu'on en a. Mais sauf qu'elles, on les protège pas. Donc, quand elles atteignent une taille critique, hop, elles sont rachetées par les multinationales américaines. Donnons-nous les moyens d'empêcher tout ça et de les faire croître et prospérer. Remettons mieux en adéquation la formation supérieure avec les besoins du secteur, parce qu'il y a ça aussi qui pose problème. On ne forme pas assez d'ingénieurs. Les États-Unis, d'ailleurs, ont le même problème. Ils ne forment pas assez d'ingénieurs. La Chine, la Russie ont beaucoup d'avance là-dessus et ça va leur donner un avantage comparatif énorme. D'ailleurs, on l'a vu avec l'IA. Vous avez vu, la Chine a développé une IA beaucoup moins chère que celle de la Silicon Valley et déjà aussi performante. Ce qui a d'ailleurs entraîné une chute boursière d'entreprises de la Silicon Valley parce qu'ils ont investi dans la recherche. Nous, on a publié Lucie, qui a été une catastrophe, qui expliquait que les vaches pondaient des œufs, etc., qu'on a dû déconnecter au bout de 2 jours. J'étais triste pour la France de voir cette ridicule, cette humiliation. Voilà, il faut investir massivement dans la recherche, privée, publique. Il faut mieux mettre en adéquation la formation, former plus d'ingénieurs, et puis protéger nos fleurons, et puis détaxer complètement la création d'entreprises. Il y a des super idées dans des super cerveaux français. Alors, vous lancez dans la création. Alors, c'est la catastrophe. On vous tombe dessus immédiatement. Enfin, on vous laisse peut-être 1 an tranquille à peu près. Puis ensuite, on vous tombe dessus. Les taxes augmentent de 5 fois. Puis ça continue d'augmenter. Et en fait, vous êtes découragé. Vous partez ailleurs. Vous émigrez. Vous allez créer votre truc aux États-Unis, au Canada, ailleurs, quoi. Et non, ça, c'est juste pas acceptable. Or, c'est pourtant ce qui est exactement en train de se passer, la fuite des cerveaux français. Donc là, il faut créer un environnement extrêmement favorable à ceux qui se créent l'avenir de la France. Voilà. Bon, voilà. Pour répondre à... Merci, ça m'apporte juste un petit détail pour vous. Le prix de la trahison de la France, comme on a pu l'entendre par un certain homme politique, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ces chefs d'entreprise, ou du moins qui ont trahi réellement la France? En tôle. Non, mais je veux dire, il faut être clair. Vous trahissez la France, chef d'entreprise, grand chef d'entreprise, ministre, ancien président de la République. Désolé, il y a des pays où vous faites ça, vous finissez légitimement en prison. On ne trahit pas son pays. Si on peut le faire. Mais on a quelques années ensuite à l'ombre pour y réfléchir. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de cet échange, Florian. Dans tous les cas, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris. Je pense que tout le monde doit être satisfait. Merci à tous, merci à vous, et merci Christophe, merci à nos jeunes amis et merci à tous les participants et aux personnes qui ont posé les questions. Désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde. On a des contraintes tous de temps, mais on refera l'exercice avec grand plaisir. Et puis d'ici là, on va développer à fond le Discord. Je vais en parler davantage. On mettra les liens et tout, et on va en faire un outil incontournable pour les patriotes. En tout cas, bravo à tous. Merci à toutes et tous. Merci aux référents qui jouent le jeu. Merci à tous les Discordiens qui viennent et qui enrichissent ce Discord. Merci beaucoup, Florian. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.